Bien, je propose de commencer peut-être, Olivier. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Donc, merci de votre fidélité, hein. Nous allons commencer notre deuxième webinaire consacré à l'Exitact, le dispositif de l'Exitact, dans un cadre franco-italien, nous sommes assez sollicités dans ce cadre-là. Et puis, nous allons nous efforcer de vous apporter des éléments de réponse sur les cas que l'on traite régulièrement. En l'occurrence, nos clients qui souhaitent partir en Italie et peut-être ceux qui sont déjà partis en Italie. Et regarder peut-être la combinaison des deux textes, à savoir l'exit-tax et l'apport-report, pour nos dirigeants éventuellement qui ont un groupe opérationnel. Oui, alors en fait, il nous a semblé intéressant avec Frédéric, effectivement, de concentrer nos réflexions sur l'application combinée de textes. L'exit tax, d'une part, dont vous savez qu'elle a vocation à éviter que les transferts de résidence puissent être l'occasion d'échapper à l'impôt sur les plus-values, et le 150 OPTR, qui est destiné à éviter de bénéficier d'un différé d'imposition tout en se réappropriant le produit de cession de participation par le bénéficiaire des titres apportés. L'application combinée de ces deux textes soulève des questions spécifiques, et c'est des questions spécifiques qu'on rencontre notamment lors des départs vers l'Italie. L'Italie, pourquoi? D'abord parce que c'est une convention fiscale dont nous verrons avec Frédéric qu'elle comporte une clause de participation substantielle, de sorte que on renvoie à la France le droit d'imposer les cessions de participation dans certaines hypothèses, et d'autre part parce que, vous le savez, l'Italie attire beaucoup de nos compatriotes avec le régime fiscal qui a été mis en œuvre depuis quelques années par l'article 24 bis du Code fiscal italien, qui est un régime qui permet aux gens qui n'ont pas été résidents en Italie plus de 9 ans au cours des 10 années précédentes, sur option, de bénéficier d'une imposition de droit commun sur leurs revenus et actifs italiens, mais de payer un impôt forfaitaire de 100 000 euros aujourd'hui et qui est porté à 200 000 euros à compter de 2024 sur l'ensemble de leurs autres revenus. C'est un dispositif qui n'est pas un dispositif d'exonération et qui prévoit également l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées dans les 5 ans de l'implantation en Italie à un taux de 26,5% lorsqu'il s'agit de plus-values de cession de partie substantielle au sens du droit italien et notamment qui représentent plus de 20% du droit au bénéfice. Alors la question qui se pose sur cette convention et qu'on souhaite aborder tout de suite, c'est celle de savoir si les forfaitaires italiens sont résidents au sens de la Convention ou pas. C'est une réflexion importante, c'est une réflexion qu'a aujourd'hui la DLF qui a sollicité des consultations sur le sujet parce qu'elle réfléchit à la mise en œuvre de sa doctrine. La position qu'on a sur cette question, elle est de considérer, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État, que les forfaitaires, enfin les gens qui bénéficient de cet article 24 bis en Italie, sont résidents au sens de la convention fiscale qui lie la France à l'Italie, dès lors que le Conseil d'État et plus généralement le juge de l'impôt considèrent comme résidents d'un État au sens des conventions fiscales les personnes qui sont assujetties à l'impôt en raison des liens personnels qu'ils ont développés avec cet État, peu importe l'étendue de leur obligation fiscale et notamment peu importe le fait qu'ils ne soient soumis à l'impôt que sur les revenus de source locale. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État pour l'application de la Convention franco-chinoise dans un arrêt l'inconnu du 9 juin 2020. C'est plus récemment ce qu'a confirmé la Cour administrative d'appel de Toulouse en retenant la même approche dans un arrêt du 13 octobre 2022 pour la Convention franco-israélienne, en considérant clairement que la qualité de résident conventionnel est uniquement conditionnée à la condition que le contribuable soit assujetti à l'impôt dans cet État à raison de son domicile, sa résidence ou d'un lien analogue, quelle que soit l'étendue de son obligation fiscale. Donc, la position, et c'est ce qu'on a d'ailleurs confirmé à la DLF, c'est que la Convention doit s'appliquer, en tout cas les forfaitaires italiens doivent être, à notre sens, considérés comme résidents pour l'application de la Convention. Très bien. Donc, c'était une première précision à apporter. On propose de continuer la présentation. Donc, dispositif de l'exit tax, le cadre général, l'application du dispositif dans un cadre donc franco-italien. Donc, Olivier vient d'aborder les sujets de la convention fiscale notamment, et les difficultés rencontrées, et éventuellement les questions-réponses. Donc, préambule, donc effectivement, dans un cadre franco-italien, une mobilité géographique, effectivement, se pose la question du sursis de paiement automatique. Et en l'occurrence, là, on est dans le cadre de la convention franco-italienne, et donc
Nous avons bien une clause d'assistance administrative et de mise en recouvrement. Donc effectivement, on bénéficie bien du sursis automatique de paiement au titre de l'exit tax. On voulait ajouter d'autres points sur Oui, le alors sujet. sur les éléments, en fait, le sursis de paiement, il est automatique quand on se déplace dans l'Union. Il est subordonné au fait que l'État de destination soit lié à la France par une convention d'assistance administrative et d'assistance mutuelle au recouvrement, qui est, d'après le texte, une portée similaire à celle prévue par la directive 2010-24 de l'Union européenne. Et donc, c'est notamment pour les pays qui nous entourent le cas du Royaume-Uni, et c'est confirmé par la doctrine administrative qui est dans les commentaires sur le Brexit. La question se pose pour les gens qui partent en Suisse. Et là, bien que le Conseil d'État, pour l'application du L274 du livre des procédures fiscales, qui est une question spécifique sur les notifications et les significations dans les procédures de recouvrement de créances, ait considéré que l'article 28 bis de la Convention franco-suisse avait la même portée que la directive recouvrement Union européenne. C'est une décision qui est spécifique à cet article de 74 et qui ne produit pas d'effet a priori en matière d'exit tax. C'est ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montreuil dans une décision du 19 octobre 2023, tout à fait récente, qui consiste à considérer que donc lorsqu'on part en Suisse, il faut, si on souhaite bénéficier du sursis de paiement, exercer une option et constituer des garanties. Alors, un deuxième aspect qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le bénéfice du sursis, il est subordonné au respect de l'obligation déclarative, l'année du départ et puis les années suivantes. Et là-dessus, on attire votre attention sur un point qui est que l'administration ne prévoit la possibilité de régulariser après mise en demeure le non-respect des obligations déclaratives qu'en ce qui concerne les obligations de suivi annuel et pas la déclaration qui doit être souscrite l'année qui suit le départ. Donc, une vigilance spécifique pour maintenir le bénéfice du sursis sur le respect de ces obligations déclaratives. Mais en ce qui concerne un départ en Italie, pas de problème, sursis de droit, sous réserve de respecter les obligations, dès lors que l'Italie est un pays de l'Union européenne, comme vous le savez bien sûr. Donc là, juste un rappel sur le dispositif général de l'exit tax. Donc l'article 67 bis du Code général des impôts. On a pris l'hypothèse très simple d'un départ de France avec une arrivée en Italie. Le dispositif est applicable si effectivement on était au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant le transfert domicilié donc en France, et c'est conditionné à deux conditions: avoir une valeur globale au moins de 800 000 euros, ou alors représenter au moins 50% des bénéfices sociaux d'une société. On a une période de dégrèvement, on a 2 périodes de dégrèvement. On verra par la suite l'actualité fiscale, mais en l'occurrence aujourd'hui c'est 2 ans et 5 ans. Et c'est conditionné à la valeur des titres, soit l'inférieur à 2 570 000, et auquel cas c'est 2 ans, et sinon c'est 5 ans. On va voir plus tard dans l'implantation le transfert de résidence et l'articulation de l'article 150 0BTR dans le cas d'un import de titres. On avait aussi souhaité souligner les périodes d'imposition de dégrèvement, en tout cas de l'exit tax en fonction des dates. Donc là, en 2 et 5 ans à compter du 1er janvier 2019. Et nous avons 15 ans pour les départs entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2018. Et puis 8 ans pour les départs entre 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013. Voilà pour le dispositif général. On souhaitait aussi aborder la question. Oui, alors il y a 3 précisions en fait. D'une part, comme vient de le dire Frédéric, on reviendra dessus, mais le transfert de résidence, il entraîne l'exigibilité des impositions reportées et notamment l'exigibilité des plus-values en report sous l'article 150 OBTR. Donc on peut bénéficier d'un sursis de paiement lors du départ, mais le départ entraîne l'exigibilité de cette imposition, et ce, indépendamment du point de savoir si on a été résident en France moins de 6 ans au cours des 10 années précédentes. C'est une plus-value en report qui a été cristallisée et qui se déclenche au moment du départ. Deuxième précision, les moins-values ne sont pas imputables sur les plus-values constatées dans les conditions de l'article 107 bis, de sorte qu'il faut les imputer par ailleurs. Et enfin, une question spécifique en ce qui concerne les sociétés à préférence immobilière. Seules les sociétés à préférence immobilière visées par l'article 158B et suivant, c'est-à-dire les sociétés de personnes, sont hors du champ de l'exit tax. Les sociétés à préférence immobilière qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés sont dans le champ de l'exit tax, alors même que
lorsqu'on devient non-résident, les plus-values de cession restent taxables en France en application du 244 bis A. Très bien. On parlait, alors on peut-être sort du cadre, mais on parlait du champ d'application de l'EasyTax et peut-être de la réforme fiscale qui va arriver et d'inclure éventuellement peut-être d'autres, contre l'assurance vie par exemple, qui ne sont pas actuellement dans le champ d'application de l'EasyTax, mais pour l'instant, on a choisi de ne pas en parler, de rester dans le cadre actuel. Le contexte international, donc effectivement, on va avoir une approche très pratique finalement de la combinaison des deux textes, à savoir le sursis de paiement automatique de l'EasyTax, combiné à l'article 150.0 BTR dans le cas d'un apport de titre à une société holding. On va distinguer aussi les périodes de 3 ans et après 3 ans. On vous apporter peut-être des éléments de réponse, à savoir le rattachement de l'article 150.0 BTR au titre de l'article 170 bis donc de l'EasyTax. Et on va avoir 3 situations. La première situation dans laquelle on peut se trouver, c'est un transfert de résidence fiscale et une cession des titres post-transfert de résidence. On a la situation 2, parce qu'on est souvent interrogé par nos clients finalement du timing ou de la chronologie des opérations pour un départ de France. Celui qui est parti de France, effectivement, on va soit être dans la situation 1 ou 2 ou 3. La situation 2, c'est la situation, effectivement, est-ce que je dois opérer des opérations d'organisation patrimoniale ou de restructuration, notamment l'apport de titres, 150.0 BTR en tant que résident fiscal français. Puis un départ de France, effectivement, donc là on applique le dispositif de l'EasyTax, le 167 bis, et puis éventuellement la cession des titres, si l'objectif patrimonial est de céder des titres dans les 3 ans ou après les 3 ans. On verra aussi avec Olivier le dégrèvement après 5 ans, si tant est que les titres sont d'une valeur supérieure à 2 570 000. Et la situation 3, qui est peut-être aussi abordée avec les clients, mais qui sont déjà peut-être partis. Donc, je suis parti de France et quid finalement de la combinaison des deux textes si j'apporte mes titres en tant que non-résident fiscal de France pour une cession des titres, là aussi, dans les 3 ans ou après les 3 ans. Voilà les situations pour lesquelles on souhaite vous apporter des éléments de réflexion, des éléments de réponse. Sachant que notre réflexion, dans toutes ces hypothèses, elle concerne l'apport à des sociétés contrôlées par l'apporteur, de sorte que l'apport est sous le bénéfice de l'article 150 au BTR. Oui, probable. Qui donc cristallise une plus-value en report. Donc, alors, avant d'aborder ces 3 situations, on a parlé en préambule avec Olivier de l'application de la convention fiscale entre la France et l'Italie en présence d'un résident fiscal forfaitaire, donc bénéficie du forfait à 200 000 euros. Et puis, puisqu'on parle de valeur mobilière, donc il est intéressant de regarder la convention fiscale liant les deux pays, entre la France et l'Italie, de qualifier effectivement les valeurs mobilières, donc de qualifier le revenu. En l'occurrence, là, nous sommes dans l'article 13, paragraphe 4, qui nous précise, dans la convention fiscale entre la France et l'Italie, puisqu'on l'applique, les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés au paragraphe 1, 2, 3, donc on ne va pas dérouler la convention fiscale, mais nous sommes dans le paragraphe 4, ne sont imposables que dans l'État d'Italie, c'est-à-dire dans l'État Italie, donc, dont le cédant est résident, donc, en l'occurrence l'Italie. Il y a un problème de drapeau, je pense. Ouais. Donc, il y a un problème de drapeau, donc c'est l'Italie, donc il y a un principe d'exclusivité. Si on regarde le protocole, parce qu'on ne doit pas s'arrêter finalement à la lecture de l'article 13, paragraphe 4, il y a souvent dans le protocole des commentaires et on trouve souvent nonobstant, donc le terme qui finalement un peu la clause balai, qui dit que finalement l'article 13, paragraphe 4 ne s'applique pas entièrement, puisqu'on nous précise que dans le cas d'une clause de participation substantielle, et là c'est le cas, puisqu'on parlait de société contrôlée, donc nous sommes dans l'article 150.0 BTR, donc on présume qu'on est plus de 25% de droits de bénéfices dans la société. La convention fiscale entre la France et l'Italie parle de 25% ou plus des bénéfices de la société. Là, on parlait de contrôle, donc on présume nous sommes plus à 25% de pourcentage de contrôle dans la société. Et donc là, on n'a pas une imposition exclusive, on a une imposition partagée entre la France et l'Italie. Ce qui fait que, du coup, il y a un critère de rattachement d'imposition à la France sur les cessions de plus-value mobilière dans le cadre d'un résident fiscal italien. Donc en synthèse, on a 2 cas. On détient plus de 25%, on est taxable en France et en Italie, avec en principe une imputation de l'impôt français sur l'imputation italien. On détient moins de 25%, c'est une imposition exclusive en Italie,
avec maintien de l'exit-tax. Donc, première Alors situation. justement, c'est la cession. Donc, Oui, voilà, on est exact. parti, on cède. On est parti, nous cédons. Donc, la situation, je dirais, entre guillemets, la plus simple que nous allons aborder, avant d'aborder les deux autres situations. Donc là, effectivement, cession des titres après le départ de France. Donc là, effectivement, l'application de l'exit tax s'applique. Donc il n'y a pas de cristallisation de la plus-value, puisque nous sommes en sursis de paiement. Et lorsqu'on cède les titres, ben, on va appliquer la convention fiscale entre les deux pays. Et donc, effectivement, une imposition à la fois en Italie et à la fois en France. Donc, Alors, c'est simple, mais c'est quand même compliqué. Parce que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que la Convention ne fait pas obstacle à l'impôt français. Donc, la plus-value acquise sur les titres, elle est complètement taxable en France par l'application du 244 bis B. À ce moment-là, l'administration prévoit que l'exit tax qui a été cristallisée à la sortie, elle est dégrevée, sauf en ce qui concerne les prélèvements sociaux. Et par contre, on est dans le champ de l'impôt italien concurremment au taux de 26,5%. Donc la question est de savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec ces impositions et qu'est-ce qu'on peut imputer sur quoi? Alors, les 17,2% de prélèvements sociaux ne sont pas imputables sur l'impôt italien. C'est la position italienne. Par contre, on comprend qu'on peut les prendre en réduction de la plus-value taxable en Italie. Ces 17,2, néanmoins, ils doivent pouvoir être réduits par l'imputation de l'impôt italien payé sur la plus-value dans la proportion que représente la plus-value de sortie sur la plus-value totale. Donc en fait, les 17,2, on les cristallise à la sortie, ils sont dus à la cession et on doit pouvoir imputer l'impôt italien sur ce montant. En revanche, les 12,8 qu'on paye en France, on comprend que l'administration fiscale italienne en refuse l'imputation sur l'impôt italien, en réalité contrairement aux termes de la Convention, et que c'est une question qui fait l'objet d'un contentieux en Italie. Si en revanche on est à moins de 25% qu'on cède, alors c'est une hypothèse que je rappelle pour mémoire, mais à ce moment-là, on est dans une imposition exclusive en Italie. L'exit tax, elle n'est pas dégrevée, elle est due lors de la cession. Et par contre, là, on peut imputer sur les 30% cristallisés à la sortie l'impôt italien de 26,5 dans la proportion que représente la plus-value de sortie sur la plus-value totale de cet impôt. Donc, c'est simple, mais c'est déjà un certain facteur de complexité lorsqu'il s'agit de liquider l'impôt. Première situation. La deuxième situation qui porte débat, donc en l'occurrence, lorsqu'on préparait cette présentation avec Olivier, elle est un peu complexe, donc on va essayer de la détailler. Nous sommes dans la situation où effectivement la question se pose d'apporter ces titres en tant que résident fiscal français, puis départ de France, puis cession des titres dans les 3 ans et après les 3 ans suivant l'apport. Donc tout dépend de l'objectif patrimonial recherché par le contribuable. Donc là, on a une société A qui est française et une société H1 qui est aussi française. Bon, on a plus de 25% de droits sociaux, donc on est dans le cas d'une société contrôlée. Alors le contrôle, en fait, il porte sur H1, c'est-à-dire qu'on a apporté A et on a plus de 25% de A à H1 et on contrôle H1. Voilà, donc apport de titre. Alors la question, c'est donc apport de titre. Donc là, effectivement, il y a une opération de restructuration dans le cadre français. Donc on apporte des titres à une société contrôlée. Donc nous sommes sur l'empire de l'article 150 0 BTR. Donc on cristallise la plus-value en report, elle est calculée. Nous avons ensuite une deuxième opération. Nous partons de France. Donc là, effectivement, le sursis de paiement s'applique. Donc il y a deux plus-values éventuellement qui coexistent, à savoir la plus-value portée à l'apport report, donc le 150 0 BTR, et le sursis de paiement, donc la plus-value latente. Et puis nous avons donc deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est effectivement, j'opère ces deux opérations, l'apport puis le départ de France, et j'ai deux hypothèses, voire trois. La première hypothèse, je cède dans les 3 ans suivant le départ de France. Voilà. Enfin, je cède. C'est-à-dire ce qu'on vise là, c'est H1 cède les titres apportés dans les 3 ans ou après 3 ans. Voilà, tout à fait. Et donc là se pose la question, est-ce que finalement l'article 67 bis qui fait référence à l'apport au port, donc codifié à l'article 150 0 BTR, est-ce qu'on peut l'appliquer dans un cadre, je dirais, entre guillemets international, sachant que nous ne sommes plus résident fiscal français, mais résident fiscal italien. Et donc c'était tout l'objet de la discussion et de ce sujet-là. Oui, parce que la question qui se pose en fait, c'est de savoir si la plus-value qui a été placée en report lors de ce premier rapport,
qui bénéficie du sursis au moment du départ, est-ce que cette imposition qui a été reportée puis placée en sursis devient exigible lorsque le bénéficiaire de l'apport cède les titres, lorsque H1 cède A, soit après 3 ans, soit avant 3 ans. Alors, la question, elle est très illustrative de la complexité d'application concurrente de ces textes anti-abus. Et en réalité, le texte de l'article 167 bis nous dit que le sursis expire lors des cessions de titres ou droits reçus ou apportés, donc ceux qui ont été apportés à H1, les titres A, les cessions conformément à l'article 150 obiter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées. Donc la question est de savoir quelle portée on donne à la lettre du texte qui nous dit conformément à l'article 150 obiter. Alors, à notre sens, avec Frédéric, la seule façon d'appliquer correctement ce texte, c'est de lui donner la même portée que celle qu'il aurait si la personne était restée en France, sans quoi on arrive à une solution qui conduit à discriminer et à traiter différemment les périodes de cession selon qu'on est resté en France ou qu'on est parti. C'est la position qu'a confirmée la DLF dans des rescrits en ce qui concerne les cessions de titres par H1, donc titre A, après 3 ans, en considérant que dans ce cas-là, la cession ne fait pas tomber le sursis de la position placée en report lors de l'apport. Et ce, que les contribuables d'ailleurs soient partis au sein de l'Union européenne ou hors de l'Union européenne. Et à cet égard, je pense que la liberté fondamentale au regard de laquelle la question doit être appréciée, c'est bien la liberté de circulation des capitaux, parce que l'objet de la loi n'est pas une fonction de la participation apportée. Et donc, elle concerne toutes les participations, qu'elles confèrent une influence notable ou pas sur la société dont les titres sont apportés. La question doit recevoir la même solution à notre sens, bien qu'à notre connaissance, ce point n'ait pas été validé par le biais de rescrit, en tout cas pas qu'il ait été porté à notre connaissance, si les cessions interviennent moins de 3 ans après l'apport, de façon à ce que dans ce cas-là, le sursis demeure, sous réserve que la société H1 prenne l'engagement d'investir le produit de cession des titres dans un concurrent de 60% dans des investissements éligibles. Donc, à notre sens, l'application combinée des textes doit conduire à maintenir le sursis sur la plus-value placée en report, que la cession par H1 des titres A intervienne avant ou après le 3 ans de l'apport. Donc, pour résumer, nous sommes dans la même situation qu'un régime fiscal français qui souhaiterait apporter ses titres et céder soit avant ou après 3 ans. Exactement. Voilà. Et c'est tout à fait en ligne avec la jurisprudence. D'abord, ça a été confirmé par l'administration pour les cessions après 3 ans, mais c'est par ailleurs complètement en ligne avec la jurisprudence de la Cour et du Conseil d'État. Vous savez qu'en mai dernier, le Conseil d'État a rendu un arrêt qui confirme l'impératif de traiter également un résident et un non-résident lorsque l'un et l'autre sont soumis à l'impôt en France au titre du 244 bis B, et les principes sont complètement transposables en l'espèce. Donc, finalement, le report finalement ne tombe pas, quelle que soit la période. Donc, la question qu'on peut se poser, Olivier, et qu'on peut débattre, c'est: y a-t-il un dégrèvement Ah ben non, au le titre de report, à l'instar de la situation d'un résident français, le report, la plus-value placée en report, elle n'est pas dégrevée, parce qu'en fait, elle est cristallisée par l'effet de l'apport et elle n'est pas dégrevée. Alors d'ailleurs, que l'apport soit réalisé avant ou après le départ à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la troisième situation. Donc ça, c'est un élément important, je pense, à apporter à nos clients, à savoir qu'on bénéficie des mêmes conditions, parce que le sujet, c'était éventuellement, je cède dans les 3 ans. Est-ce que je suis rattaché à l'article 150 BTR qui fait référence à un remploi à hauteur de 60% du produit de cession? Je suis dans les 3 ans, donc je bénéficie dans les mêmes conditions qu'un résident fiscal français, et donc du coup, il n'y a pas d'événement qui met fin au sursupplément du report. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est la position qu'on pense être la bonne pour l'application de ces textes.
La troisième situation, donc on a déjà apporté quelques éléments de réflexion sur l'apport-report. Donc là, nous sommes dans le cas où je pars de France et j'apporte mes titres postérieurement à mon départ de France. Et donc là, on a le même raisonnement avec une cession avant ou après 3 ans et l'expiration du délai de l'exit tax au titre du report. Alors là, la situation elle est un petit peu plus compliquée. On a donc la plus-value de sortie qui est placée en sursis. Entre la sortie et l'apport, on est en Italie et qu'on part de l'idée que la participation représente plus de 25% dans la société, on a une plus-value qui reste taxable en France. Donc au moment de l'apport à H1 des titres A réalisés après avoir quitté la France, on a deux plus-values. La plus-value d'exit tax, d'une part, et la plus-value correspondant à l'appréciation des titres entre la date du départ et la date de l'apport, d'autre part. L'apport à H1, société contrôlée, est placé en 150 obétaires et le texte de l'exit tax nous dit que dans cette hypothèse, cet apport ne fait pas tomber le sursis. Donc la plus-value placée en sursis, elle n'est pas affectée par cet apport. La question qui se pose ensuite, c'est de savoir si dans cette hypothèse, la cession par H1 des titres A qu'elle a reçus après le transfert de résidence, avant ou après 3 ans, enfin dans le délai de 3 ans ou après 3 ans de l'apport, fait tomber le sursis de paiement. C'est une question qui est délicate parce que, pour le coup, le texte de l'article 67 bis, dans cette hypothèse, est un petit peu plus ambigu que celui que je citais plus tôt, puisque au lieu de faire une référence à l'article 150 0 béter en disant que les événements sont conformes à l'article 150 0 béter, on ne fait que référence au titre CD visé à l'article 150 0 béter. Donc on ne fait pas une référence implicite aux modalités de remploi et aux circonstances de. Néanmoins, il nous semble que la réponse que doit recevoir ces questions doit être la même. Alors, le premier point, c'est que on a déjà obtenu un rescrit dans une hypothèse de cession plus de 3 ans après l'apport, apport réalisé après le transfert de résidence. Donc l'administration confirme que dans cette hypothèse, la cession plus de 3 ans après l'apport des titres A par H1, dans une hypothèse où l'apport a été fait après le transfert de résidence, ne fait pas tomber le sursis de paiement relatif à l'exit tax. Est-ce que la réponse doit être la même si H1 cède les titres A dans le délai de 3 ans de l'apport? Moi, il me semble que c'est la seule réponse possible parce que sinon on arrive à d'abord une solution qui est extrêmement difficile à administrer puisque cette plus-value, elle est en réalité composée de deux éléments. La plus-value cristallisée lors de la sortie du territoire d'une part, qui serait celle dont on envisagerait l'exigibilité immédiate, et la plus-value acquise par les titres entre la date de la sortie et la date de l'apport d'autre part. Donc on aurait une problématique d'administration. Mais surtout, et par ailleurs, c'est la seule façon d'assurer l'égalité de traitement entre les résidents et les non-résidents au regard du traitement de la plus-value de cession de titres français. Mhm. Voilà pour ces trois cas. Voilà, donc au-delà des solutions qu'on souhaitait apporter, ou en tout cas des premiers éléments de réponse, c'est déjà la chronologie des opérations. C'est vrai nous sommes souvent interrogés sur les opérations de restructuration avant ou après le départ. Je pense qu'on a déjà apporté des premiers éléments de réponse dans le cas, j'apporte mes titres avant le départ. Un petit sujet aussi, je pars de France et j'apporte mes titres parce qu'on ne fait pas référence à l'article 150 obétaire, mais au sursis de paiement. Il nous semble, en tout cas, l'esprit de l'implantation, c'est de maintenir une égalité entre un résident fiscal français et un non-résident fiscal de France. En tout cas, c'est peut-être la portée du premier esprit que vous avez obtenu sur la session après 3 ans, qu'on pourrait rattacher à une session dans les 3 ans. Oui, mais je crois que le principe, il est clair et puis il est confirmé par une jurisprudence constante. C'est la seule façon d'assurer l'égalité de traitement. Et c'est une question qui doit être appréciée au regard de la liberté de circulation des capitaux, de sorte qu'elle concerne non seulement la situation des gens qui s'installent dans l'Union, mais également la situation des gens qui partent hors de l'Union,
avec une neutralisation de la clause de gel parce que l'article 244 bis B, le 31 décembre 1993, ne distinguait pas le traitement des résidents et des non-résidents, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans l'arrêt Runa. Très bien. Nous arrivons au terme de la présentation. Nous avions consacré 10 à 15 minutes peut-être de questions-réponses.